Il est 11h04, parlons vrai chez Bourdin. Vous intervenez évidemment 0826 300 300. Vous savez, nous regardons l'actualité tous ensemble le matin, nous la partageons et j'attends vos témoignages sur la violence au quotidien. Là, vous êtes peut-être victime de violence au quotidien, vous avez été victime. Allez-y, 0826 300 300. Le constat est clair. C'est vrai que tout cet été, j'ai entendu parler d'actes violents en permanence dans les infos. J'ai entendu les uns les autres nous parler de la violence au quotidien. Mais que faire face à cette violence au quotidien? Nous avons plusieurs invités pour essayer de répondre. Oh, nous ne trouverons pas comme ça, d'un coup, comme ça, de baguette magique, la solution ce matin, mais nous allons poser le débat parce que c'est important. Linda Kebab, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, cofondatrice du think tank Initiative Sécurité Intérieure pour faire entendre une voix en défense des acteurs de la sécurité. Avec nous également Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID de 2013 à 2017. Vous avez été député de Seine-et-Marne sous l'étiquette La République En Marche, c'était de 2017 à 2022. Vous connaissez bien ces problèmes de violence au quotidien. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. J'appellerai aussi Thibault de Montbrial tout à l'heure, qui est avocat au barreau de Paris, président du comité de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout de suite, je voudrais donner la parole à un homme qui a 19 ans, et qui, à Marseille, fait tout ce qu'il peut pour essayer au quotidien de contrer, de faire face à cette violence au quotidien. Il essaie d'aider ses compatriotes. Il s'appelle Amine Kessassi. Amine Kessassi, bonjour. Bonjour. Vous avez 19 ans, c'est bien cela, Amine? Dans quelques mois. Bon, dans quelques mois, vous avez créé l'association Conscience Marseille Nord. Si je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, c'est d'abord parce que j'ai vu cette information qui m'a fait bondir. Le quartier de la Bricarde, à Marseille Nord, vous connaissez ce quartier évidemment, Amine? Totalement. 2500 habitants. Eh bien, les habitants ne peuvent plus recevoir leur courrier. La Poste a décidé de ne plus livrer, de ne plus envoyer de facteurs. Il n'y a plus de courrier dans le quartier. Et les habitants de la Bricarde sont obligés de se déplacer dans un bureau de poste pour aller chercher leur courrier. C'est bien cela, Amine? C'est ça. Et au final, c'est deux problèmes qu'on constate, parce que le premier problème, c'est un problème technique pour les habitants de se déplacer jusqu'au bureau de poste le plus proche, qui n'est pas très proche au final. Et le deuxième problème, c'est un problème un peu plus de fond et un peu plus de société, c'est de se dire que, encore une fois, le service public part dans nos quartiers et puis on trouve ça normal et personne ne fait rien. Voilà. C'est-à-dire que dans ce quartier, le service public n'est pas assuré. Ce qui est un problème récurrent, malheureusement, de plus en plus souvent dans certains quartiers. Amine Kessassi, pourquoi avez-vous créé votre association ? Alors, j'ai fondé l'association Conscience parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les jeunes des quartiers populaires, les jeunes des quartiers sud aussi, peuvent se réunir, peuvent travailler ensemble et on est, nous, en capacité de pouvoir s'exprimer pour nous-mêmes, de pouvoir mener des actions, de pouvoir dire haut et fort ce dont on a besoin pour nos quartiers ou pas. Vous êtes originaire de ces quartiers nord? Totalement. Amine, je crois savoir même que votre frère aîné a été retrouvé calciné dans une voiture. C'est ça, c'est survenu 7 mois après la création de l'association. J'avais déjà commencé à me battre, mais malheureusement, mon frère a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Et bon, c'est des situations malheureusement qu'on connaît à Marseille. Et depuis ce jour, j'ai décidé de m'engager beaucoup plus, de m'engager davantage et de mener des actions pour dire plus jamais ça. En souvenir de votre frère aîné? C'est ça. J'observe un silence parce que je me mets à votre place. 19 ans, votre frère, je crois qu'il avait même reçu plusieurs balles quelque temps auparavant. Totalement, il avait reçu 9 balles auxquelles il a survécu, il a été hospitalisé. Et à l'issue de ça, il a malheureusement été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Mais ce que j'explique, c'est que bien évidemment, c'est une douleur personnelle. Moi, j'ai dû me retirer pendant 1 mois de l'association où j'ai pris du temps pour moi, ou pour ma famille, pour un peu comprendre ce qu'on vivait. Mais à partir de ce moment, je me suis dit que c'était pas une fatalité, qu'au contraire, parce que j'ai vécu ça, je suis aujourd'hui légitime pour porter ce combat. Et je me dois pour lui et pour les autres victimes, malheureusement, de me battre. Vous vous êtes réveillé, vous vous êtes levé
pour vous lever précisément contre cette violence, contre ce qui apparaît aujourd'hui presque comme une fatalité. Vous n'en voulez pas de cette fatalité? C'est ça, moi je dis que c'est pas une fatalité parce que malheureusement c'est une violence qu'on connaît beaucoup trop dans nos cités, qu'on connaît beaucoup trop dans nos quartiers, mais à côté de ça il faut comprendre que cette question des trafics de stupéfiants, que cette question des homicides, elle élève plein de questions. S'il y avait de l'éducation, s'il y avait des transports, s'il y avait du social, s'il y avait de la police de proximité dans nos quartiers, je suis convaincu que la violence n'aurait pas atteint l'échelle. Vous êtes convaincu qu'il y a des solutions? Oui, parce que sinon on s'arrête tous et on attend tous d'y passer, quoi. Non, il y a des solutions, elles existent et c'est des solutions qui ont déjà fait leur preuve. Qui ont déjà fait leur preuve. Qui vous a rejoint, Amine? Vous arrivez à vous faire entendre? Vous arrivez? Est-ce que vous-même vous avez été menacé? Est-ce que on a accepté votre initiative dans votre quartier? Bien évidemment que l'initiative elle a été acceptée parce que premièrement je suis né dans ces cités donc je connais un peu les gens de ces quartiers, mais deuxièmement c'est que moi ces jeunes là qui pratiquent cette violence, qui sont malheureusement impliqués dans ces fléaux, je dis qu'ils sont responsables de leurs actes et que bien évidemment s'il y a une justice il faut qu'ils soient condamnés, mais qu'à côté de ça moi je trouve que ces jeunes ils sont aussi victimes d'un système. C'est que si on leur avait proposé un emploi, c'est que s'il y avait de l'éducation dans nos cités, peut-être que ces jeunes ne seraient pas tombés dans ces fléaux. Oui, mais Amine Kessassi, vous savez très bien que certaines familles vivent de ces trafics. Vous savez très bien que certains de ces jeunes gagnent plus en participant à ces trafics plutôt qu'en travaillant. Oui, bien évidemment que malheureusement des familles vivent sur ce système, mais c'est pas une généralité, heureusement d'ailleurs dans nos cités. Ça représente que quelques familles, et donc bien évidemment que la police doit faire son travail à cet effet. Mais après, non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut éradiquer, que c'est quelque chose avec quoi on peut se battre, et surtout que ces jeunes-là, ils font ça pas par choix. Vraiment, moi je suis convaincu que si on leur propose une alternative, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mais nous on a pris notre responsabilité. Moi, dès qu'on a commencé à être médiatisé, j'ai lancé un appel à des entreprises qui nous ont rejoints et qui ont signé une convention. Il y a une entreprise qui est sous-traite pour Airbus et qui a engagé 15 jeunes de nos cités, des jeunes qui malheureusement étaient qui étaient dans ces trafics de stupéfiants. Et l'entreprise a décidé d'oublier leur passé, d'effacer le reste, de les former. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils retapent des hélicoptères, ils retapent des avions et ils sont insérés professionnellement. Donc, et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Sur les 15 jeunes, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Donc il y a 14 jeunes aujourd'hui qui ont tous leur appartement. Je suis allé visiter chacun leur appartement. J'ai discuté avec tous ces jeunes. Et tous ces jeunes aujourd'hui demandent qu'une chose, c'est oublier leur passé et continuer à avancer comme ils le font actuellement. Merci Amine Kessassi. Merci beaucoup. Linda Kebab, vous entendez ce témoignage? Oui, bien sûr, on l'entend et puis on partage la douleur de cette personne. En réalité, ce témoignage, il soulève plusieurs questions. C'est évidemment l'échec de la question de la sécurité à Marseille. Vous parlez tout à l'heure de fatalité. C'est vraiment pire encore, c'est une banalisation, une normalisation en fait de cette insécurité avec des habitants qui subissent et qui presque acceptent finalement que Marseille ait cette réputation sulfureuse, alors qu'en réalité, elle ne devrait pas. Il y a évidemment la question du trafic de stupéfiants. On entend le propos de ce jeune homme et en même temps on s'interroge en fait sur la défaillance des institutions, à commencer par l'éducation puisqu'il en a parlé, qui en effet est peut-être aujourd'hui défaillante quant à garantir cette promesse républicaine d'accéder en fait finalement à la vie économique et sociale d'un pays comme tous les citoyens français. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a abordé ce sujet qui doit être abordé et qui ne doit pas être éludé au motif de la criminalité, qui est finalement le sujet du libre arbitre des criminels, mais au-delà de cette question-là de l'échec de l'éducation, de manière générale, il y a aussi la question des normes et des valeurs en fait, qui sont inculquées à ces d'abord jeunes qui deviennent ensuite des criminels. Être pauvre n'est pas, c'est certes un facteur économique, mais ce n'est pas toute la pauvreté qui accède à la criminalité. Et donc il y a ce défaut de transmission des valeurs. D'ailleurs, je vais parler d'une forme de désinhibition de la part de ces criminels, de ces délinquants. Désinhibition, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur du tout d'affronter la police, ils n'ont plus peur, ils sont totalement désinhibés dans leurs actes. Jean-Michel Fauvergue. Oui.
D'abord, saluons la parole d'Amine. C'est formidable cette initiative. Oui, c'est formidable. 19 ans, vous imaginez. C'est formidable. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, il vous a répondu, il a dit il n'y a pas de fatalité. D'autres ont endossé ce combat aussi, ce sont les flics et les gendarmes. Il n'y a pas de fatalité et pour eux, ils se dressent tous les jours contre la criminalité pour une meilleure vie et pour une vie paisible des citoyens. Mais c'est vrai, et vous avez raison aussi, Monsieur Bourdin, de dire ça, c'est vrai que la criminalité que l'on vit aujourd'hui, la criminalité de voie publique, celle qui embête le plus de personnes que l'on vit aujourd'hui, est une criminalité qui est devenue de plus en plus violente, avec des auteurs qui sont de plus en plus désinhibés et qui ne respectent plus du tout les règles, encore moins qu'avant, face à ceux qui sont chargés de nous défendre. Ni les règles parentales, ni les règles de la société, ni les règles de la société, ni qui n'ont plus peur de la police. Linda Kebab, peur de la police. Les règles parentales, quand il y en a, tout à l'heure je vous parlais de transmission des valeurs, il y a aussi cette défaillance-là en fait. L'environnement familial, l'environnement amical de ces personnes-là qui baignent dans la criminalité, qui font le choix de baigner dans la criminalité, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on est forcément un criminel. Il y a évidemment ce côté très opportuniste et cette envie faite d'acquisition illégale et immorale. Donc il y a évidemment les environnements qui participent finalement à construire cette criminalité, et puis cette défiance permanente à l'égard des forces de l'ordre, qui, comme l'a très bien dit Jean-Michel il y a quelques instants, ne sont pas des personnes qui sont dans la fatalité, sinon ils auraient démissionné depuis longtemps. Leur engagement aujourd'hui est à saluer. Néanmoins, on va parler des solutions après tout au long de l'émission, mais c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui on a des acteurs de manière insuffisante qui sont sur le terrain pour lutter contre la criminalité, les policiers en premier lieu particulièrement à Marseille, mais derrière en fait c'est l'ensemble des institutions peut-être qui n'arrivent pas à se coordonner pour permettre enfin à cette société de vivre un petit peu plus apaisée. Oui, Jean-Michel. Le constat est là, on parle de criminalité de plus en plus violente, pas forcément d'une criminalité de plus en plus importante, mais en tout cas de plus en plus violente. Oui, parce que je me méfie des chiffres. Oui. Les chiffres sur la criminalité. Que valent-ils d'ailleurs ces chiffres sur la criminalité? Franchement, parce que les chiffres... ça fait les grands titres des journaux, mais attention. Non, mais les chiffres officiels. Il y a une réalité, c'est la criminalité au quotidien. Oui, c'est la délinquance au quotidien. L'atteinte aux personnes, oui, c'est elle qui augmente et qui est moins acceptée dans la société. L'atteinte aux personnes, évidemment. On préfère se faire voler que de se faire violer ou frapper. Mais évidemment. Pour dire les choses très trivialement. Et donc du coup, il faut quand même souligner, avant que de commencer sur les solutions, il faut quand même souligner que une grande partie de la population et une grande partie de notre jeunesse respecte les règles et est admirable. Oui, et la deuxième, c'est important de le dire. C'est important de le rappeler, vous avez raison. Sans nier le phénomène. Hein. Oui. Et la deuxième chose, c'est que ce phénomène-là s'étend aussi sur les autres pays européens. Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas uniques. Nous ne sommes pas uniques. Regardez ce qui se passe en Suède actuellement, où il y a une explosion de la criminalité extraordinaire, dans le Royaume-Uni, où ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Pour autant, il ne faut pas, bien évidemment, nier le problème qu'on a sur nos territoires. Il faut non seulement pas les nier, mais pas se contenter de dire il se passe pareil ailleurs, donc je ne vais pas agir. Oui, il faut agir. Il faut agir du point de vue organisationnel avec les forces de police. Il faut agir politiquement. Il faut agir avec la justice. Mais là, on rentre dans les solutions. C'est un ensemble de solutions. Je dis quelle solution, mais c'est évidemment quelle solution au pluriel. Il n'y a pas une solution. Il y a la peine, il y a la justice, il y a les forces de police, il y a les parents, il y a la société en elle-même, l'éducation. L'emploi, le logement. Oui, l'emploi, le logement. Et évidemment, donc il faut agir dans toutes les directions si l'on veut lutter efficacement contre cette délinquance. Il est déjà 11h18. Nous sommes ensemble, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous appelez pour réagir, évidemment. Je vous attends. Tiens, je vais prendre Daniel qui nous appelle du Vaucluse. Daniel qui sera avec nous juste après cette pub. Il est 11h21, nous parlons de la violence au quotidien. Que faire contre ces violences au quotidien? Actes de violence contre les personnes en augmentation, ça c'est clair, c'est un constat, Linda Kebab. Oui, c'est un constat qui a été relevé par les services statistiques du ministère de l'Intérieur, qui a eu l'intelligence de dissocier les violences intrafamiliales
Oui. dont on sait qu'elles sont en augmentation parce qu'il y a une libération de la parole aussi, Oui. et également les violences en dehors du cercle familial. Donc ça nous permet de voir qu'en effet les violences en dehors du cercle familial sont aussi en augmentation. Là où on peut avoir une baisse de certains délits, notamment acquisitifs, la violence ou les atteintes aux personnes, elles sont en augmentation. De 30%. Et c'est la violence qui touche évidemment les citoyens Qui sont physiquement, traumatisantes. qui traumatise les citoyens, et que c'est une violence qui se voit en plus, qui est parfaitement visible. On a vu les deux derniers cas. Vous avez vu cette dame de 89 ans qui a été agressée par deux préados, ados, 3 même. 14-15 ans. Hein. Oui. On a vu ça, c'est absolument incroyable. Filmés, 10 euros, 30 euros, pour 30 euros. Et qui se sont filmés. Mais il faut être complètement taré quand même, un certain moment. Ils se sont filmés. Oui. Mais pourquoi se filment-ils aussi? Parce qu'il y a une héroïsation de ce type de fait. Et il n'y a plus aucune barrière, y compris de s'attaquer sur une octogénaire. Et ça se filme pour mettre sur les réseaux, pour avoir des likes, pour avoir des applaudissements, etc. C'est aussi la désinhition dont nous parlions Exactement. tout à l'heure. Alors, on a un vrai C'est la désinhibition, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est aussi la désinhibition quand il s'agit de la violence faite à l'autre. Pourquoi ? Parce que cette mamie, peut-être aussi, ils ne sont pas capables de s'identifier et d'identifier leurs propres proches à cette mamie, parce que finalement, peut-être qu'elle est un peu différente aussi. Elle ne ressemble pas à celle de leur entourage. Et on constate notamment dans les réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux des plus jeunes à l'égard de cette affaire. Certains applaudissent. Certains applaudissent. Pourquoi ? Parce que pour eux, cette mamie ne peut pas être la leur. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu plus différente que leur propre identification. Donc il y a aussi cette identification des uns et des autres, et notamment des plus jeunes au sein de la communauté nationale, sur comment est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour une personne qui potentiellement est suffisamment différente en fait pour pouvoir m'identifier à elle. Et je pense qu'il y a aussi une question de rejet de l'autre. Il y a en fait c'est une mamie lambda qui vient pas forcément du même milieu social, qu'on connaît pas nécessairement. Et ben en fait on va la frapper en se disant de toute manière on n'a pas d'empathie pour elle parce que elle ne nous ressemble pas. Et cette dame âgée qui elle a fait fuir ses agresseurs, qui a poignardé avec un canif son agresseur. Et on espère que le couteau se porte bien, poursuivie. ainsi que le vieux monsieur qui a été tabassé, parce que c'est la raison pour laquelle elle a dû donner des coups de couteau, avec une légitime défense qui visiblement est retenue, et heureusement. C'est-à-dire que c'était son mari, son compagnon, ça, son mari, conjoint. son conjoint qui se faisait tabasser. De 80 ans. Elle est intervenue avec un canif et elle a fait fuir, elle a blessé, elle a fait fuir l'agresseur. Elle a fait fuir ses comparses. Ils sont 3 à agresser. Oui. Il y en a 2 qui fuient parce qu'ils voient la détermination de la mamie. Mais une chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, la légitime défense, elle est retenue essentiellement parce que l'acte de tabasser une personne à plusieurs est considéré comme potentiellement mortel. Et 2, le code pénal prévoit la vulnérabilité de la personne, à savoir une personne octogénaire. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle la légitime défense est retenue. Mais c'est dramatique. Il y a ce sujet aujourd'hui devons-nous nous défendre nous-mêmes ? Certains ont parlé d'autodéfense, c'est pas de l'autodéfense qui s'est passé à ce moment-là, c'est de la légitime défense. Mais c'est dramatique que 2 personnes de 80 ans, en pleine journée, il était 19h30, donc on était encore en journée, aient besoin de se défendre légitimement contre des agresseurs. Et je le précise, et je m'arrêterai là sur cette affaire, c'est que l'auteur qui a été blessé, là, l'auteur principal, il fait l'objet de 2 obligations de quitter le territoire français. Il est connu plusieurs fois, notamment pour des violences, des vols, etc. Et il est toujours là. Il est en situation irrégulière et il est toujours là. Et il sera certainement là encore longtemps parce qu'il n'y aura sûrement pas de laissez-passer consulaire. De quelle nationalité ? Alors, on sait que c'est un des pays du nord de l'Afrique, je n'ai pas le détail. Bien, Jean-Michel Fauvergue. Devons-nous nous défendre nous-mêmes là, je rebondis sur ce que dit Linda Kebab. La réponse est oui. Oui, bien sûr qu'on doit se défendre soi-même. Mais non seulement ça, mais en plus, et c'est ce qui manque dans notre société moderne aussi, on doit apporter assistance aux autres, dans la mesure de nos possibilités physiques, bien évidemment. Bien sûr. Quand on ne peut pas physiquement apporter assistance aux autres, il faut à minima crier, hurler, appeler la police et surtout témoigner. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui prend des photos et qui filme. Moi, j'appelle les gens, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, à filmer des scènes comme ça pour que les policiers les retrouvent. Et c'est une action collective qu'il faut qu'on réétudie tous ensemble. Avant de prendre Jean-Marc, qui a été agressé, je crois, il y a quelques heures, qui est à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Daniel est avec nous dans le Vaucluse. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Daniel, que vouliez-vous dire ? Moi, je fais des bonds sur mon siège parce que je suis très, très, très en colère. En même temps, c'est pas sous la colère qu'on trouvera des solutions. Exact. Ça fait un moment qu'on analyse la situation et qu'on essaye de trouver des propositions à faire. Il y a une réalité qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, la politique manque cruellement de courage
passe son temps à faire des analyses sur la situation et leurs conséquences, mais reste dans l'immobilisme. Et aujourd'hui, chez nous, on appelle ça la politique Canada Dry. Ça a le goût de la République, ça a l'odeur de la laïcité, mais ce n'est plus de la démocratie. Alors, que proposez-vous, Daniel ? Eh bien, il faut résumer les choses à sa plus simple compréhension. Est-ce que nos politiques ont la volonté de vouloir changer la donne? Bon, mais que proposez-vous? Parce que très bien, le constat, l'opinion politique. Moi, je suis toujours gêné quand la politique vient se mêler de ces problèmes du quotidien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la récupération politique n'est jamais loin. Que ce soit à droite, à gauche, elle n'est jamais loin. Ce qui m'intéresse, ce sont des solutions, et des solutions qu'on appliquerait et qui permettraient de faire baisser cette délinquance du quotidien. Alors, je vais vous en faire une, Monsieur Bourdin. Allez-y. Arrêtons, parce que sur ce plan-là, je vous rejoins. Mais en attendant, ça passe toujours à un moment par le biais de la politique. Allez-y. Si les politiciens étaient dans la probité et dans le pragmatisme, on serait face à des solutions et pas à la définition des programmes. Alors, quelle solution préconisez-vous? Un seul ministère dans lequel on retrouve à la fois la justice, la police, le judiciaire et le pénitentiaire. Eh ben voilà une proposition très intéressante. Jean-Michel Fauvergue, qu'en pensez-vous? Très intéressant, Daniel. Encore faut-il que ça soit possible, mais très intéressant. Pourquoi? Parce que la sécurité des Français, elle est assurée par une chaîne qui est composée de plusieurs maillons. Et dans les premiers maillons, vous avez l'action de la police, sur la police et gendarmerie, bien évidemment, sur le terrain, l'action de la police et la gendarmerie sur les enquêtes, sous l'autorité des magistrats. Et ensuite, on bascule sur la magistrature, dans lesquelles vous avez des magistrats qui sont là pour enquêter, les parquetiers, les gens qui sont procureurs de la République et les juges d'instruction, et ensuite des gens qui sont là pour juger, les juges du siège. Mais après, vous avez aussi l'application des peines. Et l'application des peines passe par une dégradation des jugements qui ont été donnés par des juges d'application des peines, dont le but principal, disons-le aujourd'hui, est de limiter le nombre de peines. Parce que il y a une certaine culture qui va dans ce sens, et parce qu'on parle plus d'aménagement de peines que d'application des peines. Et ça, c'est important. Et Daniel a raison dans ce domaine. Eh bien voilà, nous allons développer cela. Il est déjà 11h29, ça passe très vite. 0826 300 300. Je vais prendre Jean-Marc qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite, vous êtes sur Sud Radio.